Mesdames, Messieurs, chers collègues, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un survol des recommandations 2021 de l'ESC sur la prévention cardiovasculaire auxquelles j'ai pu participer. Celles-ci sont une mise à jour des précédentes datant de 2016, et notamment partant d'un constat que certaines des recommandations actuelles de l'ESC avaient laissé apparaître certaines résistances à atteindre des cibles thérapeutiques, notamment par exemple au niveau du LDL cholestérol lors des dernières recommandations des lipides en 2019. Donc les objectifs qui ont été fixés pour ces guidelines ont été de constituer des recommandations qui puissent aider à la pratique clinique en innovant et en proposant des outils qui sont espérés pouvoir permettre à un plus grand nombre d'individus d'atteindre ces cibles alignées aux précédentes guidelines, en étant plus personnalisés, en prenant en compte notamment les spécificités des personnes âgées, ceci dans un processus impliquant davantage le patient, avec une prise de décision partagée. Ces recommandations ont également voulu mettre à jour les algorithmes de prédiction de risque pour les personnes apparemment en bonne santé et signaler des problèmes de coût potentiels. Elles sont structurées autour de la prévention cardiovasculaire au niveau de l'individu, avec différentes catégories d'individus, de risques et des prises en charge spécifiées, et puis un chapitre entier au niveau de la population avec des recommandations sur la politique de santé et nouvellement sur l'environnement. Qu'est-ce qui est nouveau en 2021 ? Alors, il est maintenant proposé une approche individualisée, pas à pas. En anglais, on dit « stepwise approach », avec l'inclusion des nouveaux scores de prédiction de risque score 2 et score 2 OP, score 2 OP étant Old Persons, récemment publié dans l'European Heart Journal et calibré pour 4 régions géographiques, comme on le verra dans quelques instants. Avec également dans sa recommandation des seuils de risque basés sur l'âge pour les personnes apparemment en bonne santé et l'introduction de l'estimation du risque sur la durée de vie ainsi que sur les bénéfices potentiels d'une prise en charge. Alors, qu'est-ce que cette stepwise approach ou cette approche pas à pas ? En fait, il s'agit, dans un premier temps, de catégoriser les individus, puis, dans une première étape, d'avoir des objectifs de prévention pour tous et, dans un certain nombre de cas, d'estimer le risque cardiovasculaire à l'aide de ces scores, et, dans une deuxième étape, après consultation avec le patient, une intensification des objectifs ainsi que des traitements. Les deux étapes font partie intégrale de l'approche pas à pas et doivent être considérées comme un tout. Surtout pas envisager de faire une étape et pas l'autre, même si les buts ultimes au niveau de l'étape 2 ne doivent pas systématiquement être atteints. Voici un diagramme central des dernières recommandations. C'est une vue d'ensemble de l'approche pas à pas, de la stratification du risque et des options thérapeutiques. Si on y regarde un tout petit peu plus près, vous voyez que, en premier lieu, on va catégoriser les individus en patients ou personnes apparemment en bonne santé, patients avec une maladie coronarienne établie, patients avec diabète et d'autres avec d'autres facteurs de risque, notamment une hypercholestérolémie familiale ou une maladie rénale chronique qui vont également augmenter le risque. Comme je vous ai dit, il y aura des objectifs de prévention pour tous, puis l'étape 1 et l'étape 2 avec des objectifs de prévention et de traitement intensifiés. Visuellement, sur ce graphique qui résume les catégories de patients, vous avez les objectifs de prévention pour tous ainsi que l'estimation du risque pour certaines catégories de patients ici, puis, deuxième étape, les objectifs de prévention et de traitement intensifiés. Alors, si nous prenons pour illustrer ces propos, l'exemple des personnes apparemment en bonne santé. Donc on va se concentrer sur cette colonne de gauche dans ce diagramme récapitulatif. Vous allez voir que ces personnes sont par définition des personnes qui n'ont pas de maladie coronarienne établie, c'est-à-dire soit n'ont pas fait d'événements cardiovasculaires, notamment un infarctus du myocarde, ou qui n'ont pas de plaque coronarienne documentée, notamment au CT scan ou à l'angiographie. Des patients également sans maladie rénale, sans hypercholestérolémie familiale et sans diabète. Ces patients sont donc apparemment en bonne santé et, si on regarde maintenant de plus près, on va proposer
lors de l'étape numéro 1, déjà des mesures d'hygiène de vie, une cessation du tabac pour ceux qui fument, et puis déjà des objectifs de tension à moins de 160 mm de mercure pour tous. Ensuite, ce qui est nouveau, c'est une catégorisation en fonction de l'âge, avec notamment cette catégorie de plus de 70 ans, qui aura un score de OP spécifique pour estimer le risque. Et justement, pour estimer ce risque, vous avez maintenant ce nouveau score 2 et score 2 OP qui ont été inclus dans ces recommandations, quelques mois après leur publication, des tableaux qui vont ressembler furieusement aux précédentes, c'est-à-dire des tableaux stratifiés en fonction du sexe, en fonction du statut tabagique, en fonction du cholestérol non HDL, en fonction de la tension artérielle. Et puis ici, dans la partie supérieure du tableau, le score pour les personnes âgées au-dessus de 70 ans, pour estimer le risque à 10 ans d'un événement cardiovasculaire, et en bas du tableau, pour les patients moins de 70 ans. Vous allez retrouver également maintenant cette calibration pour les 4 zones de risque basées sur les taux de mortalité rapportés. Et vous allez voir une sorte de gradient ouest-est et nord-sud, du plus faible au plus haut risque de mortalité. Et vous allez trouver ces tableaux scores et score OP2 pour chaque zone à risque. Vous avez ici en plus cette nouvelle nouveauté, cette représentation schématique de l'augmentation des seuils de risque cardiovasculaire à 10 ans en fonction de l'âge. Et si vous regardez bien, par exemple, si je prends l'exemple du seuil à partir duquel on va considérer quelqu'un comme étant à très haut risque, vous avez pour quelqu'un de 50 ans un seuil à 7,5% et pour quelqu'un de 80 ans un seuil à 15%. Donc ce schéma montre l'aspect dynamique en fonction de l'âge. Et ces seuils et ces cut-offs sont résumés dans ce tableau en fonction de l'âge et des différentes catégories de risques. Donc, après avoir estimé ce risque en utilisant le score, vous allez pouvoir catégoriser ces patients avec un risque et en fonction de ce risque et en fonction d'une nouvelle nouveauté, c'est-à-dire quelque chose qui est maintenant formellement proposé, une prise de décision partagée avec le patient en tenant compte des conditions spécifiques du patient, de ses préférences, du risque de la maladie cardiovasculaire qu'on vient de voir, mais également des avantages du traitement, on va prendre une décision partagée par rapport aux objectifs plus intensifs. Pour aller de l'avant, on a maintenant encore dans cette étape numéro 1, cette proposition de considérer tous ces éléments avec également des nouveaux outils, de nouveau des graphiques similaires aux graphiques du score, avec une stratification du risque, mais ici, au lieu d'avoir un risque, vous avez un bénéfice, c'est-à-dire un bénéfice en termes d'années moyens que vous allez pouvoir, si vous voulez, récupérer, si par exemple vous diminuez de 1 millimole par litre du LDL, et vous allez trouver ces tableaux également pour une réduction de 10 mm de mercure de tension artérielle ou pour la cessation de tabac. Et l'idée derrière ces tableaux, c'est vraiment de proposer un outil pour engager la discussion avec le patient et proposer une autre vision du bénéfice, au lieu de parler du risque, ici parler des bénéfices en années gagnées. Voilà, donc pour les patients au-dessus de 70 ans et pour les patients en dessous. Et ceci va permettre d'établir maintenant avec le patient des objectifs définitifs, ce qu'on va dire des ultimate goals, avec notamment pour des patients à haut risque, une tension artérielle à moins de 130 mm de mercure, un LDL à moins de 1,8 pour les hauts risques et à moins de 1,4 pour les très hauts risques, tout ça chez des patients de moins de 70 ans qui sont a priori en bonne santé. Alors, je me suis concentré uniquement sur cette catégorie de patients. Vous allez trouver des tableaux récapitulatifs pour les patients avec maladie rénale, avec hypercholestérolémie, avec diabète, également avec des patients avec une maladie coronarienne établie. Ceci avec les différentes propositions d'estimation du risque résiduel et du bénéfice. Et puis, vous allez également trouver des tableaux récapitulatifs des 2 étapes dans cette stepwise approach avec les cibles définies pour la première étape et des cibles pour la deuxième étape. Ce qu'on peut dire, c'est que ces cibles sont alignées avec les
recommandations ESC actuelles, que ce soit pour les lipides ou pour la tension artérielle. Et puis, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais les médicaments par lesquels on va, par exemple, atteindre les cibles de cholestérol, on reprend les recommandations de statine, ezetimibe et au besoin l'utilisation des anti-PCSK9 pour les patients à très haut risque. Juste quelques mots par rapport aux patients avec une maladie établie. Pour vous donner un autre exemple, vous allez retrouver également des algorithmes de prise en charge avec, en regardant plus près, une première étape, des recommandations d'hygiène de vie en premier lieu, cessation du tabac, mode de vie, si possible, avec une activité physique. Vous allez avoir également des buts ici plus agressifs, puisque ces patients sont par définition à haut risque de récidive d'événements. Ici, dès la première étape, des pressions artérielles visées en dessous de 140 mm de mercure et un LDL à moins de 1,8 mmol par litre et une réduction de plus de 50%. Et puis, vous allez également, alors ici, calculer maintenant un risque résiduel en utilisant d'autres scores. Ici, on n'est pas avec le score 2, mais vous allez également pouvoir discuter avec le patient de ses préférences, en fonction de son âge, de ses comorbidités, viser ses objectifs de moins de 130 mm de mercure de tension artérielle et ici un LDL a priori de moins de 1,4 mmol, de nouveau en utilisant les ezetimibe, les anti-PCSK9 et les statines, et puis une nouvelle recommandation qui est la possibilité de considérer l'utilisation d'un anti-inflammatoire de type colchicine à très basse dose, 0,5 mg par jour, chez des patients soit qui ont un risque résiduel qui reste élevé ou chez qui on n'arrive pas à atteindre les buts, les cibles définies avec les traitements habituels. Voilà. Alors je vais terminer avec quelques mots au niveau populationnel. Il y a maintenant un chapitre entier là-dessus. Les approches populationnelles s'articulent autour de mesures en amont du patient à haut risque, nécessitant des interventions amples de santé publique. Ces interventions visent à modifier l'environnement sociétal, à modifier certains déterminants sociaux de la santé et à fournir des incitations pour encourager les changements de comportement individuels et l'exposition aux facteurs de risque. Il faut bien dire que ces mesures doivent coexister avec des approches au niveau de l'individu. Et vous allez trouver des tableaux qui vont vous proposer des recommandations, que ce soit au niveau de l'activité physique, l'alimentation, du tabac et de l'alcool. Et c'est structuré autour des méthodes et des lieux dans lesquels ces politiques peuvent agir. Dernièrement, c'est le contenu nouveau, qui est maintenant l'attention qui a été portée aux expositions environnementales, qui augmente spécifiquement le risque de maladies cardiovasculaires. Celles-ci comprennent la pollution de l'air et du sol, les niveaux de bruit au-dessus de certains seuils. Et donc, il a été reconnu maintenant que la pollution de l'air contribue à la mortalité et la morbidité cardiovasculaire et que le changement climatique est également reconnu comme une préoccupation majeure de santé publique. Et vous allez trouver dans ces guidelines des recommandations au niveau de l'individu et au niveau de la population. Au niveau de l'individu, surtout un screening pour des patients qui sont à haut risque et dans des zones de haute pollution, et éventuellement des recommandations, si possible, pour des patients à haut risque, d'éviter une exposition à long terme à des zones de haute pollution. Et puis au niveau de la population, des mesures pour réduire notamment la pollution de l'air, les particules fines et également les émissions de dioxyde de carbone. Alors, en résumé, les points clés de ces recommandations 2021 pour la prévention cardiovasculaire, c'est des recommandations au niveau de l'individu et au niveau de la population. La pierre angulaire est la promotion d'un mode de vie sain et le contrôle agressif des facteurs de risque cardiovasculaire, avec une prévention plus personnalisée et une attention particulière aux personnes âgées. Il y a eu une mise à jour des algorithmes de prédiction des risques pour les personnes apparemment en bonne santé, le score 2 et le score 2 OP. Il est maintenant recommandé plus d'implication des patients et la promotion d'une prise de décision partagée. Et nous avons introduit des recommandations également sur l'environnement. Et avec ceci, je vous remercie pour votre attention.